Les pyramides, les temples, les tombeaux. Ces merveilles des temps passés renferment encore des secrets sous le sable de l'Égypte. Aujourd'hui, les avancées de la science permettent de décrypter les mystères du pays des pharaons. La technologie moderne nous permet de découvrir comment vivaient les habitants de l'Égypte antique et comment ils sont morts. Dans cet épisode, nous percerons le mystère des élites de l'Égypte antique. Les technologies de pointe pourront-elles localiser la tombe du légendaire prêtre Imhotep? C'est compliqué de séparer l'homme de la légende. Une étrange statue brisée nous éclairera-t-elle sur la mystérieuse reine des crocodiles? Qui était-elle? Comment a-t-elle réussi ce qu'elle a fait? Et les analyses d'ADN nous révéleront-elles comment un pharaon a sauvé son peuple de l'extinction? Ils ont survécu à l'équivalent d'une centaine d'années de sécheresse. Des vestiges de l'Antiquité exhumés, des indices perdus réexaminés, des objets anciens inestimables réanalysés à la lumière du XXIe siècle. Voici les derniers secrets d'Égypte. Pendant plus de 3000 ans, une toute puissante élite règne sur l'Égypte antique. Ces pharaons, reines et prêtres sont vénérés par le peuple comme de véritables dieux. Pour bien comprendre cette civilisation, il nous faut connaître ses dirigeants, et il reste encore beaucoup à découvrir. Depuis des siècles, Imhotep, le célèbre prêtre de l'Égypte antique, échappe aux experts. L'emplacement de la tombe d'Imhotep est l'un des plus grands mystères de l'égyptologie. C'est compliqué de séparer l'homme de la légende. Tout de suite, les nouvelles technologies vont-elles permettre aux archéologues de progresser? La science moderne a peut-être trouvé quelque chose d'incroyable. 170 pharaons ont régné sur l'Égypte antique. Mais étonnamment, l'une de ces figures les plus révérées n'accédera jamais au trône, le grand prêtre Imhotep. Imhotep est extrêmement célèbre. Dans le monde moderne, il fait partie de la culture populaire. Il est le méchant dans le film La Momie. Malgré sa réputation à Hollywood, les égyptologues en savent peu sur le vrai personnage. Et ce qu'ils savent vient principalement du mythe. D'après la légende, Imhotep a d'abord été prêtre. Il aurait conçu la première pyramide à degrés, il serait guérisseur, il aurait développé le calendrier. Pour les experts, les hiéroglyphes des temples sont les seuls témoignages valables. Et il semble indiquer qu'Imhotep est vénéré comme un dieu. Les bas-reliefs et les textes parlent du dieu Imhotep. C'est donc quelqu'un de très important. Et des temples entiers sont construits à son honneur, surtout sur le site de Saqqara. Mais impossible de trouver des détails sur la vie d'Imhotep. Au cours de ces 4000 ans, l'homme a disparu derrière la légende. L'espoir de retrouver Imhotep se trouve à Saqqara, où il aurait construit la pyramide à degrés. Et c'est là, dans les années 1920, que l'on fait une première découverte. Un archéologue du nom de Cecil Firth a fouillé des bâtiments autour de la pyramide à degrés et il a découvert le socle d'une statue de Djoser. Cette statue mentionne Imhotep qui n'est pas de sang royal. C'est très inhabituel. Ça prouve qu'il a été un prêtre de très haut rang du dieu soleil, un chancelier du roi suffisamment important pour qu'on inscrive son nom sur une statue. Avec cette statue, les archéologues ont compris qu'Imhotep était aussi un personnage historique. Les archéologues espèrent trouver la tombe d'Imhotep, car elle pourrait être une source d'informations inestimables sur les pratiques médicales de l'Égypte antique. Imhotep est un homme de lettres et de savoir qui connaît la médecine et la guérison. Mais il y a un problème. Ce qui est fou, c'est qu'on ne sait toujours pas où il a été enterré. On pense que c'est à Saqqara, le site auquel on l'associe, mais ça reste un mystère. Pendant des décennies, les égyptologues passent au crible le cimetière antique de Saqqara. L'égyptologue britannique Walter Bryan Emery devient obsédé par l'idée de trouver Imhotep. Il passera sa vie à résoudre ce mystère.
Il l'appelait la quête d'Imhotep dans ses rapports scientifiques. Il cherchait particulièrement son tombeau. Emery se rend à Saqqara et en 1964, son équipe met au jour de mystérieux vestiges enfouis sous le sable. Emery découvre des modèles réduits de parties du corps. Au début, Emery est surpris par cette macabre découverte. Mais en l'examinant de plus près, il y voit un lien formidable avec Imhotep. Ce ne sont pas des bouts de statues, mais des dons de pèlerins espérant guérir des oreilles, des yeux ou des bras. Et comme Imhotep est le dieu de la guérison, Emery pense que ça pourrait être sa tombe. Quand Emery creuse dans le sable sous les modèles, il découvre quelque chose de stupéfiant. Emery trouve l'entrée d'un labyrinthe de catacombes. Un immense réseau de tunnels remplis de momies de différents animaux. Des animaux sacrés dans chacune des pièces. Des babouins, des chats, des faucons, des taureaux. Ils y servaient d'offrandes pour les dieux. Parmi les milliers de momies animales, Emery trouve un indice capital dans sa recherche d'Imhotep. Des centaines de poteries contenant des momies d'oiseaux ibis sacrés. C'est une preuve irréfutable pour Emery, car Imhotep est connu pour avoir le titre de premier des ibis. L'équipe d'Emery fouille ce passage et trouve un autre indice. Il trouve une boîte sur laquelle est écrit « Imhotep le Grand ». Emery pense avoir décroché le jackpot. Cette inscription est importante, car elle indique que le tombeau d'Imhotep pourrait être proche. Emery doit se dire qu'il n'est pas loin. Mais 7 années passent et Emery ne trouve rien de plus. Puis la tragédie arrive. Emery a un infarctus. On le trouve gisant au sol de la maison des fouilles de Saqqara. Il est amené à l'hôpital au Caire, où il meurt quelques jours plus tard, sans avoir trouvé la tombe qu'il avait passé les dernières années de sa vie à chercher. En 2007, une équipe internationale d'archéologues reprend sa suite à la recherche du tombeau d'Imhotep. Cette fois, ils adoptent une toute autre approche. Ils sondent le désert avec un radar géologique révolutionnaire et créent une carte de tout ce qui se trouve sous le sable. Sur le plan géophysique, on peut voir jusqu'à 5 mètres sous la surface du sol. Ce qu'ils trouvent est stupéfiant. On découvre 2 immenses structures. L'une de 90 mètres de long et l'autre de 70 mètres. Pour les experts, ça ne peut être qu'une chose. La taille et la position de ces éléments sur la carte indiquent clairement qu'il s'agit de tombeaux. Pour les chercheurs, la taille de ces tombeaux signifie qu'il s'agit d'importantes sépultures. Et en datant les tombeaux, ils établissent un lien surprenant avec Imhotep. Il pourrait dater de la 3e dynastie à laquelle il a vécu. Serait-ce la preuve du tombeau d'Imhotep que l'on cherchait? Les experts sont confiants, mais il reste du chemin à faire. Ils ne pourront identifier les tombeaux qu'après avoir reçu l'autorisation de fouiller. On n'a toujours pas la preuve qui nous permet de dire que c'est là qu'il a été enterré. Seules de véritables fouilles établiront s'il s'agit bien d'Imhotep. Ces avancées technologiques nous rapprochent toujours un peu plus d'Imhotep. Mais en attendant les fouilles sous le sable de Saqqara, l'emplacement précis de sa tombe demeure un mystère. Le légendaire Imhotep est un homme vénéré comme un dieu, un honneur habituellement réservé au seul pharaon. Son statut et son pouvoir impliquent de grandes responsabilités. Les pharaons doivent défendre leur peuple, maintenir la balance de l'univers et défendre la splendeur de l'Égypte à tout prix. Le destin de toute une civilisation repose donc sur leurs épaules. Un pharaon de génie va guider son peuple au travers d'un cataclysme biblique. Mais comment? Nul ne le sait. Ils ont survécu à l'équivalent d'une centaine d'années de sécheresse.
Tout de suite, l'analyse ADN d'ossements de bovins nous révèle comment les anciens Égyptiens se préparent au désastre, tandis que d'autres civilisations disparaissent. Les Égyptiens ont lutté contre le changement climatique, contrairement à nous aujourd'hui. Égypte, 1250 avant Jésus-Christ. Le monde de l'Antiquité est sur le point de disparaître. Une sécheresse extrême ravage les terres. De nombreuses civilisations sont au bord de l'extinction. D'après ce que l'on sait, la sécheresse dure 150 ans. Elle met à genoux de grands empires à cause du manque de nourriture. Les experts connaissent cette sombre période de l'histoire grâce à la découverte d'une incroyable tablette d'argile. Rédigée par la nation des Hittites, rivaux des Égyptiens il y a 3000 ans, il s'agit d'un SOS destiné au grand pharaon Ramsès II, implorant son aide. La reine des Hittites écrit pour dire qu'il n'y a plus de céréales dans son pays. On meurt de faim, c'est la famine, la sécheresse. Aidez-nous, nous faisons face à une crise humanitaire. D'après les chercheurs, la sécheresse que décrit la reine désespérée doit être extrême. Pourquoi la reine des Hittites s'adresse-t-elle en temps de crise à Ramsès II, alors qu'il était son ennemi? La sécheresse a même poussé de vieux ennemis à s'entraider. Pour les experts, cette lettre indique que durant le règne de Ramsès II, les Égyptiens ne sont pas touchés par la sécheresse. Ils se demandent si les Égyptiens ont prévu son arrivée et comment ils ont fait pour survivre alors que tant d'autres ont péri. Les Égyptiens étaient en mesure d'aider leurs ennemis en leur envoyant des céréales. Malgré la sécheresse, ils ont réussi à nourrir leur empire pendant une longue période. Les anciens Égyptiens se sont-ils adaptés ou ont-ils survécu grâce à un grand dirigeant? Les égyptologues cherchent à comprendre de quelle manière le grand pharaon a guidé son peuple pour survivre à 1 siècle et demi de sécheresse. Selon eux, la clé se trouve dans ce que mangent les Égyptiens. Est-ce leur régime alimentaire qui les a aidés à survivre aussi longtemps? On sait que les élites avaient un régime riche en protéines, mais que mangeait le bas peuple? La réponse demeure un mystère jusqu'en 2013, quand des scientifiques font une découverte de taille. Le carbone des aliments a été conservé dans les tissus des momies de l'Égypte antique. Différents niveaux de carbone sont stockés dans le corps en fonction des aliments ingérés. Donc, en analysant ces niveaux dans les momies, on découvre ce que ces gens ont mangé. Les scientifiques analysent le carbone des dépouilles momifiées de gens ordinaires ayant vécu la sécheresse. Les résultats révèlent que les Égyptiens du peuple ont un régime alimentaire bien différent de celui de leurs dirigeants. Les données d'un nouvel isotope du carbone indiquent qu'il y avait peu de poissons et de viande dans leur régime alimentaire. Ils cultivaient et mangeaient surtout du blé et de l'orge. Il semble que les Égyptiens de l'Antiquité aient été en grande partie végétariens. D'après les experts, un régime végétarien est un atout majeur pour les anciens Égyptiens face à la sécheresse la plus extrême, car les cultures nécessitent bien moins d'eau. Les régimes à base de viande demandent plus de terre, plus d'irrigation, plus de moyens. Le régime végétarien est plus simple à tenir pendant une sécheresse. Mais une question subsiste. Comment ont-ils pu continuer à faire pousser des céréales pendant plus d'1 siècle de sécheresse? Des éléments de réponse apparaissent de façon inopinée. En 2013, des scientifiques travaillant sur la mer de Galilée collectent des échantillons de pollen fossilisés qu'ils datent de l'époque du Nouvel Empire. Après des analyses plus poussées, l'échantillon leur révèle quelque chose d'incroyable. Les anciens Égyptiens étaient généticiens. Les échantillons de pollen montrent que les cultures sélectionnées sont plus résistantes. Ils faisaient des expériences sur des céréales qui pouvaient survivre à de longues périodes de sécheresse. Et ça ne s'arrête pas là. Durant le règne de Ramsès II, les anciens Égyptiens vont plus loin dans leurs préparatifs. D'après les chercheurs, ils suivent l'étendue des sécheresses année après année en utilisant ce qu'on appelle un nilomètre. C'est un outil très simple, assimilable à l'étude du climat pour l'Égypte antique. Le nilomètre est un support en pierre avec des repères gravés sur ses parois qui mesurent le niveau du Nil pendant les crues annuelles.
Ils mesurent le Nil et savent comment seront les récoltes. 16 graduations, c'est idéal. 14 graduations, toutes les terres ne seront pas submergées. 12 graduations, c'est la famine. Mais les experts sont perplexes. Si les Égyptiens se préparent à la sécheresse en surveillant les niveaux d'eau et en utilisant des céréales résistantes à la chaleur, il leur faut quand même du bétail pour labourer les terres sous des températures extrêmes. Et le bétail traditionnellement employé par les Égyptiens n'est pas adapté à ces conditions. En 2017, les archéologues font une découverte sur le site de Megiddo, aux confins de l'empire de l'Égypte antique. Sur le site de Megiddo, les archéologues trouvent des ossements de bétail. Pour connaître la race précise des bovins qu'ils utilisaient, les scientifiques procèdent au séquençage ADN des os vieux de 3000 ans. Les résultats sont sidérants. Cette race de bovins pouvait résister à la sécheresse. Il ne s'agit pas d'une espèce domestique, mais d'un croisement avec une vache nommée Zébu, qui a évolué jusqu'à supporter une chaleur extrême. Si vous vous préparez à la sécheresse, il faudra intégrer à votre cheptel de l'ADN de bovins adapté aux régions arides. Et c'est exactement ce que les Égyptiens ont fait. C'est l'un des premiers grands exemples de biogénétique. Les experts savent maintenant comment les anciens Égyptiens ont survécu à la sécheresse, alors que les autres civilisations ont été décimées. Et les égyptologues ont une explication pour le SOS de la reine hittite au grand pharaon égyptien, Ramsès II. Elle demande de l'aide à la seule civilisation qui a maîtrisé son environnement. Les préparatifs des Égyptiens face à la grande sécheresse ont permis à l'Empire égyptien de subsister bien après les autres civilisations. Les Égyptiens résistent à la sécheresse pendant plus d'un siècle, mais les conditions extrêmes s'intensifient. Elles finissent par devenir trop dures pour que quiconque y réchappe. Ça n'a pas suffi. Le nouvel empire a fini par s'effondrer. Mais leur résistance face à ce désastre ne faiblit pas. Le Nouvel Empire est encore considéré comme une période très prospère de l'histoire égyptienne. On a beaucoup à apprendre des Égyptiens. Le changement climatique peut avoir d'énormes impacts sur nos sociétés, mais on peut s'y préparer. Le génie de Ramsès II dans sa lutte contre la sécheresse est l'une des nombreuses victoires qui immortaliseront son nom. Mais parmi l'élite d'Égypte, tous n'arriveront pas à s'assurer une place éternelle dans les livres d'histoire. Pour certains, le chemin du pouvoir est plus dur que pour d'autres. Sur 170 dirigeants de l'Égypte antique, seuls 4 sont des femmes. Pourtant, la première femme connue à avoir régné, Néferu-Sobek, est entourée de mystères. Les gens connaissent le nom de Cléopâtre et d'Hatchepsout, mais ils ne connaissent pas celui de Néferu-Sobek. Pourquoi? La découverte d'un morceau de statue lèvera-t-elle le voile sur une pionnière oubliée, connue sous l'étrange nom de Reine Crocodile? Qui était-elle? Comment a-t-elle réussi ce qu'elle a fait? Cette découverte nous apprend ce qui s'est passé il y a des millénaires. La recherche durant 2 siècles de la véritable identité de la première souveraine d'Égypte, la Reine Crocodile, débute en 1820 à Luxor. Un collectionneur d'antiquités italien, Bernardino Drovetti, fait une incroyable découverte. Un papyrus antique appelé le Canon de Turin, qui contient la liste la plus exhaustive de rois égyptiens jamais découverte. Et parmi les célèbres pharaons, se trouve un nom que personne ne connaît, Néferu-Sobek. Elle est la fille d'un pharaon très important, Amenemhat III. Le dernier membre vivant de la 12e dynastie. Les chercheurs analysent la liste des rois et se rendent compte que Néferu-Sobek n'est pas seulement de sang royal, c'est une pionnière. Néferu-Sobek fait non seulement partie du canon de Turin, mais elle est la première femme pharaon connue. Si Néferu-Sobek est la première femme pharaon de l'histoire, doit-on en déduire qu'elle était la plus puissante? La première étape des chercheurs consiste à étudier le canon de Turin, à la recherche d'indices pour savoir comment, contre toute attente,
Elle arrive au pouvoir. On découvre que le frère de Néferu-Sobek, Amenemhat IV, hérite du trône avant elle. Elle reste dans son ombre. 10 ans plus tard, Amenemhat IV meurt sans héritier au trône. Les anciens Égyptiens préféraient mettre une femme au pouvoir plutôt que de voir l'Égypte ravagée par des guerres intestines. Néferu-Sobek devient la première femme d'Égypte à monter sur le trône. Mais le canon de Turin révèle que le règne de Néferu-Sobek ne dure que 4 ans, sans en dire davantage. Les égyptologues savent depuis longtemps que certains pharaons changent de nom en arrivant au pouvoir. Ils analysent donc son nom afin de découvrir quel genre de pharaon elle est. Le nom de Néferu-Sobek est particulier. Néferu signifie beau et Sobek est le dieu crocodile. Elle est donc la beauté du dieu crocodile. Pourquoi Néferu-Sobek prend-elle le nom du dieu crocodile? D'après les experts, ça pourrait être stratégique. Les crocodiles sont vénérés dans l'Égypte antique. Ils sont grands, forts et féroces. Néferu-Sobek choisit peut-être de porter le nom du dieu crocodile pour l'aura de pouvoir et de puissance qu'il lui confère. Non seulement sa stratégie fonctionne, mais elle laisse un héritage durable. La dynastie suivante débute à la mort de Néferu-Sobek et il garde son nom. La plupart adoptent Sobek, le nom du dieu crocodile. Ils font preuve de respect envers le dieu, mais aussi envers la reine. Mais pour les chercheurs, la piste s'arrête là. Le canon de Turin ne donne pas d'autres indices sur la femme derrière la reine crocodile. Puis lors des fouilles à la cité antique d'Avaris, les archéologues font une incroyable découverte. Une sculpture détaillée de la reine crocodile. Les experts remarquent quelque chose d'inhabituel dans sa représentation. Elle n'adopte pas la même stratégie que les autres femmes pharaons pour régner dans un monde d'hommes. Les femmes pharaons qui suivent sont représentées le buste plat, comme des hommes. Hatshepsut, qui a régné bien après Néferu-Sobek, était représentée en tant qu'homme. Mais la reine crocodile a une toute autre apparence que celle qui lui succède. Elle s'habille en femme. Elle a une robe à bandeaux qui lui recouvre la poitrine. Elle a la taille fine et de bonnes hanches. Elle ne se travestit pas en homme pharaon. Cette incroyable découverte prouve que, loin de cacher son genre, cette femme pharaon l'affiche. Elle combinait les vêtements féminins avec l'habit traditionnel du pharaon. Le tissu autour de la taille, le poignard passé dans la ceinture. Elle n'a pas mis de côté sa féminité. Elle était soutenue par l'armée et entourée de ses conseillers exactement comme pour un homme pharaon. Après des années de recherche, cette statue représente le véritable pouvoir de la reine crocodile. Contrairement à Hatshepsut qui dissimule sa féminité, ou Cléopâtre qui meurt à cause d'elle, la reine crocodile réussit à créer une image féminine si puissante qu'elle sera vénérée pendant des siècles. Les femmes pharaons se battent pour diriger une société dominée par les hommes. Traditionnellement, la plupart des femmes de l'élite s'occupent de leur foyer et de l'éducation de leurs enfants. Ce sont les hommes qui deviennent généraux, prêtres et rois. Mais là où l'homme et la femme de l'élite sont égaux, c'est dans l'assurance d'avoir une vie après la mort. Les experts savent comment les élites de l'Égypte antique se préparaient pour l'au-delà. Mais les pratiques funéraires des gens ordinaires restent un mystère. Comment les gens du peuple se préparaient-ils à la mort? Étaient-ils enterrés à même le sable ou dans une tombe? On l'ignore. Tout de suite, une nouvelle découverte dans une carrière de l'Égypte antique nous dira si l'au-delà n'est pas qu'un club de riches. Un cimetière comprenant des familles dont des adultes et des enfants. Les objets enfouis sous le sable nous révèlent une toute autre histoire. Presque toutes les momies sont celles des élites de l'Égypte antique. Ce que beaucoup de gens oublient en voyant les momies égyptiennes, c'est qu'il s'agit pour la plupart de personnes riches.
Cela veut dire que quasiment tout ce qu'on sait de la mort et des préparatifs pour l'au-delà provient des tombeaux des élites. Ce qui pose un problème de taille. Seuls les élites pouvaient s'offrir une momification de qualité. Donc on sait bien plus de choses sur elles que sur les gens ordinaires. Les experts sont perplexes. Dans une société de plusieurs millions de personnes qui ne pensent qu'à se préparer à la mort, pourquoi n'a-t-on aucune trace du commun des mortels? Du temps de l'Égypte antique, la population a oscillé entre 1 et 2 millions de personnes. Alors qu'est-il arrivé aux millions de personnes moins fortunées? Comment les gens du peuple se préparaient-ils à la mort? Il faudra un siècle de recherche pour trouver les tombes des gens ordinaires et découvrir leurs pratiques funéraires. Les chercheurs étudient d'abord la croyance des Égyptiens dans l'au-delà afin d'en déduire comment les travailleurs pauvres étaient enterrés. Au départ, l'au-delà était réservé exclusivement aux membres de la famille royale. La façon dont vous étiez enterré dépendait de votre statut social. Selon les experts, les travailleurs pauvres n'avaient tout simplement pas les moyens d'être enterrés de façon à accéder à l'au-delà. S'agissait-il de simples tombes, de trous dans le sol ou de fosses communes? Nous croyons être tous égaux devant la mort, mais ce n'est pas le cas. Bien que les tombes des travailleurs pauvres restent une énigme, les égyptologues ont pu étudier quelques sépultures n'appartenant pas aux élites. Au début du XXe siècle, à Der el-Medina, un village parfaitement conservé près de la vallée des rois, les archéologues font une extraordinaire découverte. Plusieurs tombes datant du Nouvel Empire. À l'intérieur, ils trouvent des peintures rupestres et du mobilier funéraire de valeur. Mais les chambres sont petites. Pour les experts, la taille modeste des tombeaux est le signe qu'il ne s'agit pas d'un lieu de sépulture des élites. Ces petites tombes appartiennent aux artisans qui construisent les tombeaux des rois. Ce ne sont clairement pas les tombes d'ouvriers ordinaires. Mais selon les égyptologues, elles révèlent également qu'au fil du temps, l'au-delà semble être devenu moins exclusif. Si quelqu'un obtient une promotion après la construction d'une tombe, de nouveaux noms y sont gravés en hiéroglyphes. L'ascension sociale est possible dans l'Égypte antique. C'est une question de moyens. Si les ouvriers spécialisés de Der el-Medina construisent des tombes, les experts se demandent si les plus pauvres font de même. En 2015, près de l'antique carrière égyptienne de Jebel Silsileh, une équipe d'archéologues suédoises découvre un passage creusé dans la roche. En fouillant l'entrée, ils font une découverte inattendue. Ils découvrent une suite de tombes composée de 40 chambres. Les tombes sont modestes. Elles sont creusées simplement et peu décorées. L'apparence modeste des tombes enthousiaste les archéologues. Il s'agit peut-être du cimetière des travailleurs qu'ils cherchaient, et peut-être vont-ils trouver la preuve que les pauvres se préparaient pour l'au-delà. C'est en enlevant le sable des tombes qu'ils font une découverte incroyable. Un cimetière pour des familles, avec adultes et enfants. Ce ne sont pas de simples fosses communes. Les familles sont ensemble. Il y en a même dans des cercueils en bois. Les archéologues analysent les ossements en détail à la recherche d'indices sur ces personnes. Et ils révèlent des similitudes. Les os sont tous recouverts du même type de fracture. Ce ne sont donc pas des accidents isolés. Ils ont tous les mêmes blessures. Ces gens ont travaillé très dur. De par la proximité des tombes avec la carrière et les signes du travail forcé sur les os, les experts ont conclu que ces tombes appartiennent aux ouvriers de la carrière de Jebel Silsileh. Ils ont trouvé les ossements des gens du peuple. Les archéologues analysent les tombes et font une découverte inattendue.
Ils trouvent toutes sortes d'objets funéraires, tels que des poteries, des tissus, des amulettes magiques et même des bijoux. Cette découverte les conduit à une étonnante conclusion. Les plus pauvres se préparaient à la vie après la mort. Il n'y a aucun doute que ces objets étaient placés dans les tombes pour la vie après la mort. Ces ouvriers croyaient donc qu'ils pouvaient eux aussi rejoindre l'au-delà. Finalement, le voile est levé sur les rites funéraires des travailleurs pauvres d'Égypte. Malgré leur grande simplicité par rapport aux sépultures des élites, ces tombes et leur mobilier funéraire sont la preuve que même les plus pauvres des Égyptiens voulaient donner à leur famille une chance d'atteindre l'au-delà. On ne jetait pas les ouvriers dans une fosse commune à leur mort. Eux aussi pouvaient prétendre à avoir leur propre tombe. Cela nous indique que tous les Égyptiens de l'Antiquité pouvaient trouver le salut. L'accès à l'au-delà est entre les mains des dieux égyptiens de l'Antiquité. Et étant leur intermédiaire sur Terre, c'est aux pharaons qu'il revient d'édifier de grands temples pour leur plaire. Pendant plus de 1000 ans, ils construisent des temples le long du Nil, comme à Edfou, Assouan et Thèbes. Un de ces lieux sacrés prime pourtant sur tous les autres. Il témoigne de la façon dont les pharaons communiquaient avec les dieux. Karnak, l'un des plus grands complexes religieux au monde. Et les visiteurs oublient que 3/4 de ces temples sont en ruine. Je suis bouche bée à chaque fois. Il y a 80 hectares de ruines. On ne sait toujours pas quelles activités spirituelles ont eu lieu dans ces temples pendant plus de 2000 ans. Aujourd'hui, une archéologue tente de reconstruire digitalement Karnak afin de comprendre les mystères enfouis au cœur de la culture de l'Égypte antique. À quoi servaient tous ces bâtiments? En 2000 avant Jésus-Christ, le puissant pharaon Sésostris Ier commande la pose de la première pierre d'un temple dédié au dieu Amon-Ré, à Karnak. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car chaque pharaon après lui apporte sa pierre à l'édifice. Le temple de Karnak s'est agrandi pendant un millénaire, car aucune limite n'avait été fixée au départ. Ériger un monument à la gloire des dieux à Karnak permettait aux pharaons de gagner leur faveur. Quelques 130 pharaons plus tard, après 1500 ans de culte, Karnak devient le plus grand site religieux de l'Antiquité. Karnak est un endroit magique. Les anciens Égyptiens l'appelaient Ipet-Issout, le plus estimé des lieux. D'après les experts, les temples de Karnak devraient nous éclairer sur l'évolution des croyances des pharaons au fil du temps. Karnak était le centre religieux de l'Égypte. Il témoigne de la façon dont les gens pratiquaient la religion. 2000 ans après sa construction, une grande partie du site de Karnak est en ruine, ce qui pose problème aux experts qui étudient son passé religieux. Quand elle visite Karnak pour la première fois, la professeure Willeke Vendrick de UCLA est surprise. La visite de Karnak m'a vraiment troublée. Il y a énormément de gravats et de grands murs encore debout. Tout ça est très confus. C'est ce qui a poussé Willeke Vendrick à étudier les ruines de Karnak, pour découvrir de quelle façon les pratiques religieuses des pharaons y ont évolué. Elle commence par l'étude du bâtiment le plus spectaculaire de Karnak, la salle hypostyle. Recouverte de centaines de scènes religieuses, c'est la salle la plus grande et la plus décorée d'Égypte. Cet énorme complexe est le cœur de la vie religieuse de l'Égypte antique. Willeke Vendrick apprend des hiéroglyphes de la salle hypostyle qu'elle date du Nouvel Empire et du règne de Séti Ier. Et le nombre de différents hiéroglyphes indique que la salle a été complétée par d'innombrables pharaons.
ce qui en fait une construction très étendue. Il y a 132 colonnes. C'est immense. Une partie importante du bâtiment était pourtant en ruine. En 1899, l'archéologue français Georges Legrain décide de reconstruire 11 de ces colonnes. La reconstruction se concentre sur cette partie du temple, car elle est très impressionnante. L'équipe de Legrain doit retrouver les fondations de chaque colonne et les reconstruire pierre par pierre. C'est un processus méticuleux qui prend des années. Aujourd'hui, les égyptologues comme Willeke-Vendrick peuvent enfin étudier la salle plus en détail et en dévoiler la portée spirituelle. La salle hypostyle représente le cosmos. Il y a la terre, le ciel et la forêt de papyrus au milieu. Les colonnes construites par Séti Ier représentent les roseaux du papyrus et le marais primitif duquel serait né le monde égyptien. D'après les experts, cette salle est l'hommage des pharaons aux dieux égyptiens qui ont créé l'univers. Il n'y a pas de mots pour expliquer l'émerveillement que devaient ressentir les Égyptiens à Karnak. Dans son étude des secrets religieux de Karnak, Willeke-Vendrick rencontre un problème de taille. Certains des temples de Karnak ont été supprimés par les pharaons suivants. Ce site était hautement politique. On en a parfois détruit des pans entiers, afin d'effacer les traces d'un pharaon en particulier. Dans les années 1920, des archéologues notent un détail étrange pendant la reconstruction d'un mur à Karnak. Il contient des centaines de blocs de granit rouge, chacun avec un mystérieux hiéroglyphe. La traduction des écritures révèle un fait étonnant. Les blocs n'appartiennent pas à ce mur, mais à une chapelle érigée par la pharaone de la 18e dynastie, Hatshepsut. Les monuments sont parfois démantelés, car une pharaone comme Hatshepsut est tombée en disgrâce. Ayant étudié Karnak pendant des décennies, Willeke-Vendrick s'aperçoit qu'il ne suffit pas de reconstruire de petits tronçons avec des briques ou du mortier pour révéler son passé religieux. En 2007, elle utilise des techniques numériques de pointe pour redonner vie à l'ensemble de Karnak virtuellement. C'est basé sur les fouilles, les choses que l'on sait, que l'on peut mesurer. Nous essayons de représenter l'état actuel de nos connaissances. Le challenge n'est pas seulement de reconstruire les temples de Karnak, mais de montrer comment les pharaons les ont modifiés au fil du temps. On peut retracer ce qui est arrivé aux différents bâtiments. On a créé un curseur de temps qui permet de voir l'évolution de Karnak. Grâce à la modélisation 3D, Willeke-Vendrick peut voir comment les pharaons ont révéré différents dieux à Karnak. Ça nous permet de voir que la religion évolue. Bien que le temple soit dédié à Amon-Rê, au fil du temps, le dieu de l'au-delà, Osiris, acquiert ses propres bâtiments à Karnak. Il devient de plus en plus important. Ce n'est que le début, et il ne sera pas facile de dresser un tableau complet du passé religieux de Karnak. Aujourd'hui, cette maquette numérique révolutionne la façon dont les experts étudient les temples de Karnak pour nous en dire davantage sur les croyances religieuses des pharaons. Karnak démontre la ferveur des élites de l'Égypte antique envers les dieux. Mais la construction de ces grands monuments vise un autre objectif. Cela permet aux pharaons de mettre en avant leur propre divinité sur terre. Voilà un immense édifice symbolisant le pouvoir de l'élite égyptienne, qui créera un héritage durable. Les experts se demandent comment les pharaons ont pu fonder toute une civilisation à partir de rien. Selon eux, la Grande Pyramide pourrait y répondre. C'est une entreprise colossale pour laquelle on a manipulé une énorme quantité de matériaux. Ça a dû avoir un impact dans toute la société. Ils œuvraient tous dans la même direction. Tout de suite, l'analyse des matériaux utilisés à Gizeh va-t-elle nous révéler comment la construction de la Grande Pyramide a contribué au développement de l'Égypte antique ?
C'est à la périphérie du Caire que se trouve la dernière merveille du monde antique, la grande pyramide de Gizeh. Érigée par Khéops, le pharaon de la 4e dynastie, elle a perduré pendant 4500 ans. C'est toujours le plus grand bâtiment au monde. C'est un immense monument. Il fait 5 hectares, 147 mètres de haut, et il est composé de 3 millions de pierres. Construire le plus grand monument au monde est un véritable défi. Les experts étudient les difficultés que les Égyptiens de l'Antiquité rencontrent et les solutions ingénieuses qu'ils développent. En construisant ce géant de pierre, sont-ils en train de façonner leur propre civilisation? C'est un cauchemar pour tout maître d'œuvre. Mais les Égyptiens y sont arrivés. Les chercheurs examinent d'abord comment, avant que l'on sache fondre le fer, les anciens Égyptiens ont taillé les 2,3 millions de blocs de pierre de la pyramide. À cette époque, les Égyptiens savaient travailler les métaux, mais ils utilisaient principalement le cuivre pour la fabrication des outils. Le cuivre est un métal assez souple, donc les burins en cuivre devaient souvent casser en travaillant la pierre. Pour les experts, cela pose un problème logistique de taille. Mais d'où vient tout le cuivre dont ils ont besoin? Il n'y en a pas dans la vallée du Nil. En Europe, les scientifiques cherchent l'origine du cuivre des tailleurs de pierre de l'Antiquité. Grâce à l'analyse isotopique des objets en cuivre, ils obtiennent une correspondance et localisent une source d'approvisionnement à des centaines de kilomètres de la grande pyramide de Gizeh, de l'autre côté de la mer Rouge, dans le Sinaï. Le cuivre se trouve dans la péninsule du Sinaï. Donc ils envoyaient tous leurs mineurs là-bas et importaient le cuivre dans l'Empire. Cette exploitation de la mine fournira non seulement des outils pour construire la grande pyramide de Khéops, mais aussi les tombeaux de la vallée des rois des siècles plus tard. En réclamant des monuments complexes, les élites d'Égypte ont sans doute involontairement déclenché une forme d'industrialisation qui a permis le développement de cette société. Les multiples difficultés de construction de la grande pyramide seraient-elles à l'origine de leurs avancées technologiques? Les chercheurs s'intéressent au problème du transport des énormes quantités de pierres à partir des carrières situées à des centaines de kilomètres des pyramides. Ça a dû être épouvantable de déplacer ces énormes blocs sur des centaines de mètres. Encore plus sur des milliers de kilomètres. Des écrits de l'Antiquité confirment qu'il n'y a qu'un moyen de transporter ces pierres. Par bateau sur le Nil. Le Nil est essentiel à la construction des pyramides. C'est comme ça qu'on transportait les blocs jusqu'au site. Les experts savent désormais que les Égyptiens ont mis en place un véritable réseau de transport sur le Nil, qui permet à la civilisation égyptienne de prospérer. Le Nil est très important. C'était une voie de communication et une voie de transport. Il s'agit d'un réseau portuaire très élaboré. Pendant des milliers d'années, les Égyptiens ont régné sur les voies navigables. Pour les maîtres d'œuvre de la pyramide de Khéops, ce vaste réseau génère une main-d'œuvre provenant de tout le pays. La grande pyramide a été construite en 20 ans avec des dizaines de milliers d'ouvriers. Ce n'était pas qu'un bâtiment. La grande pyramide a influencé tout le pays. Même les gens qui vivaient loin des sites de construction participaient. En rassemblant des travailleurs venus de tout le pays, le roi Khéops établit sans doute le genre de société qui va permettre à la civilisation de l'Égypte antique de perdurer. Ils œuvraient tous dans la même direction. Avec une main-d'œuvre unie vers un même objectif, vous pouvez réaliser l'impossible. Et c'est ce que les Égyptiens de l'Antiquité ont fait. En exploitant des mines dans le Sinaï, en maîtrisant le Nil et en unifiant une main-d'œuvre au niveau national, Khéops crée un héritage durable. Il bâtit plus que la grande pyramide. Il met en place l'infrastructure qui permettra à l'Égypte antique de prospérer pendant plus de 2 millénaires.